suivez le journal et ses titres. Vérification des parrainages, des manquements, il y en a eu selon la société civile. Elle a prodigué des recommandations au moment où un putsch manqué complique la situation politique au Gabon. Meurtre d'Ibrahim Khan à Guédiawaye, les élèves ont marché pour réclamer justice. Ils ont remis un mémorandum aux autorités préfectorales. Premier test du train express régional, énième revendication des impactés à Yarar et à Rufisque. Ils exigent des ponts et passerelles pour plus de mobilité et de sécurité. Et puis en sport, CAF Awards, Maître Augustin Senghor et El Hadj Diouf attendrissent leurs relations pour l'intérêt du football sénégalais. La finalité, c'est de décrocher la Coupe d'Afrique des Nations à voir dans cette édition. Bonsoir. Vérification des parrainages. Les 7 membres de la société civile impliqués dans le processus étalent leurs remarques. Leurs observations font état de plusieurs manquements. Absence de référentiel précis pour les candidats, manque d'informations sur le logiciel en question et insuffisance d'explications sur les motifs de rejet. Ces 7 membres de la société civile ont prodigué des recommandations dans ce compte rendu signé Kordenyaï. Les opérations de vérification des parrainages ont montré des limites. C'est du moins le constat à mi-parcours tiré par les 7 membres de la société civile cooptés par le Conseil constitutionnel. L'absence de réglementation pour l'ordre de dépôt des parrainages, les fiches papier quasi inutiles, entre autres manquements soulevés. L'absence de référentiel précis disponible pour tous les candidats pour éviter les erreurs matérielles. Nous avons eu à constater l'absence de référentiel précis disponible pour tous les candidats pour éviter les erreurs matérielles. Le manque d'informations détaillées pour les candidats sur les motifs des rejets autres que les doublons. La quasi-inutilité des fiches d'observation, des fiches de parrainage, lors des opérations de contrôle et de validation. Ces observateurs de la société civile avouent n'avoir eu aucune information sur le logiciel de traitement des données, ce qui constitue à leurs yeux un manquement grave. Le manque d'informations sur le logiciel qui a servi à faire les traitements des données, c'est également une faiblesse majeure dans ce processus. L'absence d'informations sur le logiciel de traitement des données utilisé. C'est quel logiciel ? Comment il a été paramétré, etc. Après constat, les membres de la société civile ont émis un certain nombre de recommandations. Donner la possibilité aux candidats qui le souhaitent de vérifier les détails des motifs de rejet et de formuler des réclamations avant la publication de la liste des candidats. Revoir le mode de traitement des données en réduisant au minimum le nombre de champs à vérifier. Cela limiterait les marges d'erreur lors de la collecte des parrainages et de la saisie des données contenues dans les fiches de parrainage. Installer un dispositif de vérification et de contrôle en présence de l'ensemble des représentants des candidats, ce à l'image du fonctionnement de la Commission nationale de recensement des votes. Au moment de faire le recensement des votes, tous les candidats sont présents et observent en même temps le processus et constatent qu'il n'y a pas de faveur pour un candidat, pour un autre candidat. Ça, nous estimons qu'à l'avenir, il faut penser à cela. Les 7 membres de la société civile disent attendre la fin de leur mission d'observation au sein du Conseil constitutionnel pour tirer un bilan définitif. Cela est prévu après la publication définitive des candidats à la présidentielle de 2019. Un magistrat qui crée un mouvement de soutien au président de la République, cela ne court pas les rues. Omar Boun Khattab Silla serait sur le point de passer à l'acte, même s'il est par ailleurs directeur du Petit Train Bleu. L'Union des magistrats du Sénégal fustige son engagement politique. Pour l'analyste politique Serigne Saliou Samb, cela pourrait entacher l'impartialité de la justice sénégalaise. Marion Aïdara l'a rencontré.
Magistrats ou politiciens, en tout cas, la polémique ne cesse de s'enflammer depuis que le magistrat Omar Boun Khattab Sylla s'est jeté dans la mare politique en mettant sur pied un mouvement de soutien au président Macky Sall. Cela pose quand même un problème de conflit d'intérêts, d'intérêt extraordinaire. Parce que dès lors qu'on est en même temps juge et parti, cela pose problème. Je crois que l'idéal aurait été qu'il démissionne donc de la magistrature pour se consacrer à la politique, ou bien qu'il reste dans la magistrature. On ne peut pas être une personne assermentée, censée être au-dessus de la loi, au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire refuse et recours, parce que demain ce sont les magistrats qui doivent arbitrer les litiges entre les pouvoirs et entre les citoyens. Mais si on prend parti pour un parti, pour une coalition, je crois qu'on est plus dans le domaine de la neutralité. De l'avis de l'analyste politique, le magistrat, par ailleurs directeur général du Petit Train Bleu, aurait fait infraction à l'article 14 du Code des magistrats, s'exposant normalement à des sanctions. Je crois qu'il appartient aujourd'hui au Conseil supérieur de la magistrature de prendre ses responsabilités et d'exclure et de radier ce membre-là et tous les gens quand même qui font comme lui, qui prennent parti dans la chose politique, qu'ils soient du parti au pouvoir ou bien de l'opposition. Moi je crois que la balle se trouve entièrement aujourd'hui dans le camp du Conseil supérieur de la magistrature. Notons que l'Union des magistrats du Sénégal a produit un communiqué pour se démarquer de l'attitude de leurs collègues, une situation qui renforcerait les tenants de la théorie sur l'impartialité de la justice au Sénégal. Sur un tout autre registre, je vous l'annonçais en titre « Assassinat de l'élève Ibrahim Kane ». Les élèves de Guédiawaye ont marché ce matin pour exiger plus de sécurité, mais surtout que justice soit faite. Ils ont remis un mémorandum aux autorités préfectorales. Pour plus de précisions, écoutons leur porte-parole et le premier adjoint au préfet de Guédiawaye au micro d'Abdoulaye Wanyanga. Troublé suite à la mort de notre frère Feu Ibrahim Kane. De là, multiples peuvent être les revendications, mais pour nous, la sécurité, la considération et l'initiation sont prioritaires. Nous réclamons ainsi que la justice soit faite. Et pour nous, être juste ne signifie seulement pas de punir les présumés, mais aussi et surtout de bien veiller à la vie éducative. Nous désirons à ce que nos souhaits soient réalisés dans leur plus grande partie. J'appelle au calme aux élèves, mais aussi à l'ensemble des jeunes sénégalais. Mais aussi, je leur rappelle que la mission de l'État, parmi ces missions de l'État, il y a ce qu'on appelle la protection des personnes et des biens, qui constitue une des préoccupations premières du gouvernement. Et l'État ne laissera jamais faire. Donc je pense que nous continuerons à veiller à la protection des populations, mais surtout des biens. Sur ce point, je préfère, puisqu'on a déjà pris des mesures allant dans ce sens, et très prochainement, vous verrez des améliorations dans ce sens. Le premier test du terre, effectué ce 6 janvier entre la forêt classée de Mbao et Rufisque, n'a pas épargné la population de Yarar. Pourtant, loin des opérations, toutes les voies étaient fermées. La circulation rendue difficile au niveau de cette localité. Des travaux de manière globale, ce qu'on peut dire que c'est un bon projet, mais on trouve qu'aussi il y a beaucoup de manquements. Parce qu'il y a des choses, en amont, il fallait intégrer cela. Surtout pour ce qui est de la sécurité. Donc nous avons constaté qu'il y a beaucoup de manquements par rapport à cela. Les habitants de Yarar fustigent le manque de passerelles pour traverser. Il y a donc beaucoup de problèmes. Parce que moi, quand je sors, il faut que je fasse un tour vers Serras pour quitter là pour venir ici. Quoi. Bon, c'est difficile, hein? C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Hein? Oui, c'est difficile pour tout le monde. Les travaux sont bon, c'est trop lent. Parce que le président il a dit qu'il élimine ça le 14. Mais c'est pas possible. D'autres pensent que certains vont trop vite en besogne. Pour traverser, je ne pense pas. Parce que je pense que ceux qui ont pensé faire ça trouveront une solution pour que les gens puissent traverser sans problème. Je pense, oui. Passerelle, je ne pense pas ici, mais ils trouveront une solution. Oui, c'est sûr. Avec 25 000 volts,
il va être difficile de traverser les rails sans être électrocuté. Une situation que les Sénégalais déplorent et espèrent qu'avant l'inauguration, des changements vont être proposés. Même sujet, à Rufisque, des impactés disent vivre un véritable calvaire avec la mise en œuvre du plan Sénégal du train express régional. Les usagers des axes qui traversent l'infrastructure sont obligés parfois de faire de longs détours pour aller d'un quartier à l'autre. Leur complainte au micro de notre correspondant à Rufisque, Mme Anta Diamé. C'est pas parce que vous voulez accélérer le processus de construction d'un terre que vous devez endommager ou bien bafouer la population rufisquoise. Parce que ceci, c'est un manque de respect total vis-à-vis de la population rufisquoise. Vous voyez là où les gens passent, dans un tunnel qui est tellement nauséabond. Vous avez vu les personnes âgées, les situations dans lesquelles elles circulent du moins, les personnes âgées. Les élèves ne peuvent plus aller à l'école. On ne peut plus évacuer nos malades. Personne ne peut aller enterrer les morts. Nous sommes là, dans cette situation d'asphyxie, qui ont entraîné des maladies respiratoires. Ça, personne ne peut contester cela. On ne peut pas continuer avec maintenant ce problème de circulation. Il n'y a pas un plan de circulation. Regardez la situation de la ville. Vous pensez qu'on peut continuer comme ça? Nous ne l'accepterons pas. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Même si le jour où Erdogan viendra là-bas, nous sommes prêts à organiser des manifestations. Parce que c'est inacceptable. C'est inhumain. On ne nous respecte pas. Il y a un problème d'assainissement. Regardez, vous avez vu, vous avez contesté. Maintenant, pour sortir du fisc, il faut faire 3 heures de temps ou 4 heures de temps. La durée d'un vol Dakar-Paris. Vous pensez que ça, c'est normal? C'est anormal? Direction Nianing, c'est dans la commune de Malikounda. La localité bénéficie d'un centre d'état civil secondaire d'un coût de 91 millions de francs CFA. Il va permettre à beaucoup d'enfants d'avoir des extraits de naissance. À Nianing, nous retrouvons notre correspondant sur place, Mamadou Diop. Un centre d'état civil secondaire implanté dans le village de Nianing est une véritable bouffée d'oxygène pour les populations des 11 villages du sud de la commune de Malikounda. Ce centre a toujours été un rêve que nous, Nianingois, avons toujours rêvé, ainsi que tous les villages environs avec qui nous partageons cette belle réalisation. Les 15 villages, à savoir Nianing, Warang Serer, Warang Sosé, Mbaling, Pointe Sarène, Rof, Sidibougou, Soussan Sarène Bambara, Soussan Sarène Serer, Sidjoubadan Serer, Sidjoubadan Peul et Mboulem. Maguersen, maire de Malikounda, fait savoir que beaucoup d'enfants n'ont pas pu continuer leurs études faute d'extrait de naissance. J'ai constaté que beaucoup d'enfants n'ont pas pu poursuivre leurs études faute d'extrait de naissance ou bien pour n'avoir pas été déclarés à l'état civil. Maguersen invite alors les parents à déclarer très tôt leurs enfants dès leur naissance. À sensibiliser davantage les parents à déclarer dans les délais les naissances et les décès et à faire les déclarations si les parents sont défaillants conformément aux dispositions du code de la famille. Logé dans un bâtiment en location depuis 2015, le centre d'état civil secondaire de Nianing a enregistré beaucoup de déclarations, a indiqué l'adjointe au maire de Malikounda. C'est ainsi que de janvier 2015 à janvier 2016, nous avons enregistré 765 déclarations directes de naissance. Et de janvier 2016 à 2017, nous avons enregistré 816 1100 certificats de résidence, 300 certificats de vie collective et individuelle. Venu présider l'inauguration de la nouvelle structure, Yaya Abdoulkan, ministre des collectivités territoriales, promet d'accompagner Maguersen pour la formation du personnel, la modernisation et la numérisation du centre d'état civil secondaire du village de Nianing. Promotion des métiers d'avenir, l'agence allemande de coopération internationale veut accompagner le ministère de l'enseignement supérieur dans cette optique. Objectif, renforcer les capacités des étudiants dans des domaines stratégiques tels que le pétrole et le gaz. Abdourahmane Li pour plus de détails.
L'université sénégalaise se lance dans la mutualisation, l'accréditation et la validation d'un master interuniversitaire en énergie renouvelable, une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation en coopération avec l'Allemagne. L'objectif est ainsi de prendre les devants dans tous les métiers de l'avenir, comme le pétrole et le gaz. C'est à la fois pour le capital humain, mais c'est pour aussi cette transformation de notre énergie, comme on dit, du passage du fuel au mix énergétique, d'où la nécessité d'avoir des ressources humaines diversifiées. On est parti du master. Cette année démarre à l'ISEP de Thiès un diplôme d'ISEP, Bac plus 2, et c'est déjà un élément très important. Le programme de l'enseignement supérieur pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique connaît une satisfaction de la première phase avec la directrice du GIZ, Agence allemande de coopération internationale. Parce que pour nous, c'est une coopération très précieuse. C'est un programme plutôt petit, mais la qualité d'innovation, la qualité de créer des résultats bien concrets, elle est élevée et elle est bien sûr nourrie par cette coopération qui n'est pas coopération mais co-construction. Ce projet va voir la participation d'autres ministères, selon le ministre de l'Enseignement supérieur. Je suis heureux aussi de nos partenaires, du travail de nos partenaires, le ministère de l'Environnement, avec qui, c'est vrai, nous avons donné une place à la Cité du Savoir, mais quand on vous écoute, nous sommes plus heureux encore de vous avoir donné cette place. Le ministère de l'Énergie, nous avons aussi un gros projet en commun actuellement et nous avons même désigné un ingénieur du ministère de l'Énergie pour le piloter. C'est le projet de réacteur nucléaire de recherche. Au niveau du ministère de l'Industrie, vous êtes un de nos donateurs parce que les deux incubateurs construits, celui construit à Saint-Louis et celui construit à Ziguinchor, l'ont été par le ministère de l'Industrie. Une rencontre à laquelle étaient invités les représentants du ministère de l'Énergie, de l'Environnement et de l'Industrie. Occasion donc mise au profit par ces derniers pour témoigner de leur implication au projet. C'est une règle élémentaire. Toute information doit être vérifiée avant sa publication. Cette exigence n'épargne pas les blogueurs. À défaut, ils peuvent être poursuivis pour diffamation, d'où l'importance de la formation à quelques semaines de la présidentielle de 2019. Aoba reportage. L'Internet est de plus en plus utilisé pour divulguer des informations. Beaucoup de blogueurs n'hésitent pas à diffuser des informations que celles-ci soient vérifiées ou pas. C'est à cet effet que la formation est plus que nécessaire. Tout utilisateur des réseaux sociaux n'est pas un blogueur. Parce que pour être un blogueur, il faut d'abord avoir un blog et avoir la formation, comprendre le langage web, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et quel contenu il faut mettre. Comme le journaliste aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans une rédaction qui n'a fait aucune formation de base, cette personne-là peut faire un peu de dérapage, peut faire donner de fausses informations. Je pense que pour être un blogueur, il faut d'abord faire la formation. Par contre, certains blogueurs cherchent juste à séduire les internautes. Toutefois, le journaliste et le blogueur divergent de par le style et la technique. Le blogueur, c'est une question de style. Chacun a son style. Donc, au lieu de technique, c'est plutôt un style. Et chacun a sa démarche pour convaincre. Chacun a sa démarche pour vraiment séduire son lectorat et amener les gens à le suivre davantage. Mais le blogueur joue un rôle prépondérant dans la rapidité du traitement de l'information en temps réel. Ils seront dans les bureaux de vote. Ils seront aussi dans les quartiers, par exemple, des candidats entre autres. Donc, c'est des gens qui vont jouer un rôle au même titre que les journalistes. Force est de reconnaître que le blogueur fait un travail remarquable dans l'accessibilité facile de l'information sur l'Internet. Cependant, ces blogueurs sont appelés à une bonne formation pour veiller à l'exactitude des informations.
Sur ce même registre, le groupe Excaf Télécom encore honoré à Pikine. La présentatrice du journal en Wolof sur la RDV, Diop, a été primée. Elle a remporté le prix de meilleure présentatrice télé de la banlieue. 18 autres personnes ont été primées en présence d'Abdoulaye Wanyaka. Cette cérémonie est organisée dans le seul but de rendre hommage à des acteurs de la banlieue qui se sont illustrés ces dernières années dans leurs différents domaines d'activité. Au moins 19 personnes ont reçu des distinctions, une initiative du label PIC Art. On a pensé en fait sélectionner des dignes fils de Pikine qui ont réussi en fait de par leur talent, de par leur travail à avoir à se faire un nom et à bâtir un empire. Donc le groupe Excaf Télécom a été honoré. En effet, la présentatrice du journal Wolof de la RDV, Diop, a remporté le prix de la meilleure présentatrice dans la catégorie média, une chose qui n'est pas fortuite selon les organisateurs. En fait, c'est quelqu'un qu'on suivait depuis longtemps, depuis qu'elle était à la radio Raibi FM. Pour nous, c'est un mérite, en fait. C'est un prix qui vient à son heure. Les initiateurs de cette activité ne comptent pas se limiter là. Ils veulent pérenniser cette initiative. Toutefois, ils sollicitent le soutien des autorités étatiques. En fait, que nos autorités reconsidèrent en fait leur position et apporter beaucoup plus d'aide, beaucoup plus d'appui à l'initiative jeune. Parce que la fête était belle, elle était surtout pleine d'émotions. Des artistes, des sportifs, des acteurs économiques, des journalistes et animateurs ont été tous honorés. Ils ont magnifié l'initiative à sa juste valeur. Je vous l'annonçais en titre, putsch manqué au Gabon, il faut s'attendre à d'autres réactions. C'est l'avis du spécialiste en relations internationales. Pour calmer les ardeurs, le journaliste estime que la Cour constitutionnelle doit statuer sur l'incapacité du président Ali Bongo à diriger le pays. Safiatou Koli. Son président, le Gabon a failli frôler un coup d'État perpétré par un groupe de soldats. Cette attaque a suscité beaucoup de réactions. Mamadou Thior, journaliste, analyste politique, fait le point. Pour une surprise, c'en est une, parce que on ne s'attendait pas à un coup d'État au Gabon, même si ça a été éphémère, parce que le pays quand même a été connu par une relative stabilité sous le règne des Bongo. Bongo père qui a régné presque 40 ans et Bongo fils qui a pris le relais depuis bientôt 10 ans. Donc quand on voit ce coup d'État-là, on se disait que tôt ou tard ça devait arriver. Ce punch manqué n'est que le début d'un long processus. Pour le spécialiste, d'autres réactions peuvent s'en suivre. Mais je pense que ce qui vient de se passer au Gabon va susciter peut-être d'autres réactions. Même si, bon, les putschistes quand même ont fait preuve d'amateurisme. Quand on fait un coup d'État, il faut s'assurer un minimum de soutien, surtout dans la hiérarchie militaire, ce qui certainement n'a pas été le cas parce que le coup d'État a presque été mort-né. Les putschistes sollicitent un soulèvement populaire pour exiger le départ de Ali Bongo à la tête de la présidence, mais dans ce contexte actuel, ceci s'avère impossible. Démissionner, il ne faut pas peut-être rendre ça à Ali Bongo Ondimba. Mais le problème du Gabon, c'est que même les institutions qui doivent constater un peu la vacance sont noyautées. Figurez-vous que la présidente de la Cour constitutionnelle est une proche de la famille Bongo. Donc il y a tous ces tours de passe-passe. Obtenir la réaction de la communauté gabonaise a été un véritable parcours du combattant. À l'ambassade du Gabon au Sénégal, le silence est total. Le personnel n'a pas voulu se prononcer. Même situation chez certains étudiants gabonais. Toutefois, ils disent suivre de très près ce qui se passe dans leur pays.
Retour chez nous, c'est pour parler sport. Maître Augustin Senghor et El Hadji Diouf fument le calumet de la paix. Le président de la Fédération sénégalaise de football et l'ancien international sénégalais vont travailler ensemble pour offrir à notre pays sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Une réconciliation à l'île de Gorée, première étape des activités des CAF Awards. Omar Danso nous en dit. L'image marquante de cette visite des légendes du football africain à l'île de Gorée, c'est cette poignée de main entre Maître Augustin Senghor et El Hadji Ousseynou Diouf. Le président de la Fédération sénégalaise de football et l'ancien attaquant des Lions ont fumé le calumet de la paix. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est de se retrouver. Et El Hadji, aujourd'hui, a besoin du football sénégalais comme le football sénégalais a besoin de lui. Et bien entendu, on a discuté. Et je pense que pour l'essentiel, il a sa place dans ce football et on va tout faire pour lui donner cette place. Le ballon d'or sénégalais a toujours critiqué la gestion du patron de l'instance du football sénégalais. Aujourd'hui, Diouf va apporter son expérience à la fédération pour ensemble offrir au Sénégal sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, le plus important, c'est que gagner, c'est une organisation. Gagner, c'est que tous les Sénégalais se donnent la main dans la main et essayer d'aller gagner la Coupe d'Afrique ensemble. Et je crois qu'avec cette belle génération-là, je l'ai dit et je le confirme encore, cette génération-là est plus talentueuse que notre génération. Aujourd'hui, si on se met les deux ensemble, on est capable d'aller gagner la finale. Une réconciliation ici à l'île de Gorée, première étape de la fête du football africain. Les légendes du foot continental et les officiels de la CAF étaient sur place pour visiter ce site historique. La CAF doit se ressourcer à la source de l'histoire de l'Afrique. Et c'est pour cela que cette visite a tout son sens et qu'elle nous couvre de beaucoup d'émotions pour prendre un nouvel élan. Une visite magnifiée par les filles de la maison d'éducation, Mariam Ba. C'est une visite objective et en même temps subjective parce qu'ils nous ont donné des conseils. On était vraiment très contents d'accueillir des figures emblématiques telles que El Hadji Diouf ou Samuel Eto'o et c'est vraiment une fierté pour nous. Le comité exécutif de la CAF a ainsi présenté les 3 nominés pour le trophée de la meilleure joueuse africaine de l'année. Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang, en course pour le titre du Ballon d'Or africain, vont être présentés ce mardi matin. Les vainqueurs seront connus le soir au CICAD, qui va abriter la cérémonie de récompense. Sport, toujours première journée du sport équestre de l'ASFA. Le haut commandement de la gendarmerie nationale se félicite de l'organisation de cet événement, lequel a vu la participation de plus de 200 cavaliers. Cependant, le représentant du SEMGA appelle à la revalorisation du sport équestre sur tout le territoire national. Mohamed Mansour Sow était de la partie. Le pied mis à l'étrier, prêt pour le saut d'obstacle, du beau spectacle au cours de la première journée de la section équestre de l'ASFA. La prestation des cavaliers que j'ai vus cet après-midi me donne beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction en raison de l'engagement et de la détermination des cavaliers. Ils nous ont donné un très beau spectacle. Le spectacle équestre, une tradition bien ancrée dans la société sénégalaise, seulement il mérite aujourd'hui d'être mieux revalorisé pour vulgariser cette discipline sportive dans l'Interland. Les spectacles équestres constitués essentiellement ici des concours de saut d'obstacles sont très beaux. Ça nous permet de participer à la communauté équestre internationale, mais ça ne doit pas nous empêcher de mettre en valeur notre fonds culturel équestre qu'on trouve dans beaucoup de régions du Sénégal. Je pense notamment au centre du pays, dans le Mékhé, dans le Dara, dans le Fouta. On gagnerait. J'ai donné des instructions tantôt au commandant d'escadron